Donc, on va voir quelles sont les principales règles de rédaction scientifique, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et donc, l'objectif de cette présentation est de montrer, un, les différents types de textes scientifiques, deux, le style d'une publication scientifique, et trois, la structure d'un article original, tel qu'on va le voir dans l'exemple. Et à chaque fois, on pourra retourner vers l'article que vous avez lu pour voir est-ce que ça correspond ou pas. Et ce sont ces différents éléments-là qui vont vous permettre justement de faire votre grille de lecture et de voir est-ce que votre article est pertinent ou pas. Donc, alors il existe différents types de textes et d'articles scientifiques. On parle d'articles didactiques, c'est ce que vous avez dans les cours, en général magistraux, qu'on a eu dans les amphis. Ce sont des articles didactiques ou des FMC comme on peut les retrouver dans les différents journaux scientifiques. On peut aussi retrouver des mémoires et des thèses, qui sont des textes scientifiques plus longs, plus élaborés, où on va s'étendre sur la partie introduction et sur la discussion. Mais en général, la partie matérielle et méthode des résultats, elle répond aux mêmes règles que celles de l'article scientifique classique. Les revues de littérature, qui, elles, sont, si vous vous rappelez, le sommet de la pyramide de l'évidence. Et donc, ça va somatiser différents types d'articles, que ce soit des articles originaux, des cas cliniques ou même des essais cliniques, pour, un, synthétiser leurs données et deux, refaire une analyse biostatistique. Et cette analyse qu'on va refaire va donner la méta-analyse. Donc, de nouveaux calculs à partir des échantillons de chaque article. Le cas clinique, qui correspond donc à un seul cas, un patient que vous avez eu dans votre pratique, qui a un intérêt. Alors, évitez de rapporter juste un cas marocain, parce que s'il est juste marocain, pour peu qu'il y ait des raisons génétiques, ok, mais autrement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à souligner la marocanité uniquement de votre cas. Et aussi, si vous avez, par exemple, association entre une maladie X et une maladie Y. Si c'est juste pour dire qu'il y a une association entre deux pathologies chez le même patient, ce n'est pas non plus très pertinent, à moins qu'il y ait des liens physiopathologiques qui pourraient les expliquer, ou des mécanismes de cause à effet, ou des effets secondaires des médicaments, quelque chose qui sous-tendrait cette association, qui, comme on l'a vu lors de du précédent module, pourrait être juste une association fortuite. L'éditorial, en général, lui, il est demandé par le directeur de la publication d'un journal et il va demander à un expert du domaine de lui rédiger un éditorial sur une thématique donnée. Et ça rejoint un peu la lettre à la rédaction. La lettre à la rédaction, c'est vous qui la proposez à la rédaction et qui peut la garder ou pas. Et en général, c'est un petit commentaire sur des faits d'actualité. Il y a beaucoup d'en général dans ce que je viens de dire, mais en gros, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste pour vous dire que vous avez peut-être trouvé des différences ou des exceptions, mais sachez que la majorité des auteurs et des directeurs de publication des revues, il y a un grand nombre parmi eux qui respectent les règles de rédaction scientifique et il y a un certain nombre, eux, qui ne les respectent pas forcément, ce qui peut donner certaines disparités. Et on arrive à l'article original, c'est ce qu'on voit le plus, ce sont les différentes études de cohorte, cas témoins, études transversales, les essais cliniques, qui répondent à la structure IMRAD. Donc, je vais reprendre les différents types rapidement avant de détailler l'article original. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les mettre en commentaire que je pourrais lire, ou sinon à poser la question directement, comme vous le souhaitez. Donc, les revues de littérature sont de deux types. On a les revues systématiques et les revues narratives. Quand on dit revue narrative, il s'agit d'une mise au point. C'est quand votre enseignant, votre seigneur vous demande de lui faire, vous voyez un malade durant la visite et on vous demande de faire une mise au point sur, par exemple, la maladie et un traitement ou un effet secondaire. Vous n'allez pas être forcément systématique, mais vous allez voir un certain nombre d'articles, essayer de vous faire une idée de ce que vous avez trouvé et apporter des éléments de réponse.
C'est une revue narrative. Alors, ses inconvénients, c'est qu'elle n'est pas aussi méthodologiquement rigoureuse qu'une revue systématique, mais elle peut apporter un point de vue pertinent par rapport à ce que vous avez lu. Les revues systématiques, quant à elles, elles sont systématiques, comme leur nom l'indique, et donc elles répondent à une méthodologie particulière. En général, elles prennent au minimum 3 mois, sinon jusqu'à 6 à 9 mois. Il va falloir passer en revue toutes. Par exemple, si vous choisissez comme thème le diabète et le Covid, en date de janvier 2021, il faudra voir sur les différents moteurs de recherche tous les articles qui ont été publiés sur le diabète et le Covid, aussi bien articles originaux que revues, que méta-analyses. Alors, selon votre question de recherche, comme on l'a dit la dernière fois, est-ce que vous voulez voir l'aspect thérapeutique, diagnostique ou préventif? Supposons que vous voulez voir le pourcentage de patients qui ont un Covid et qui sont diabétiques en même temps, et quel est l'impact de cette comorbidité sur leur survie? Est-ce que le fait qu'ils aient un diabète à la base est un facteur de risque? Et c'est ce qui a été retrouvé d'ailleurs. Donc, comment on va faire ça? On va prendre l'ensemble des études justement qui ont étudié les patients ayant un Covid et on va rechercher dans leurs antécédents le Covid, le diabète, et on va pooler leurs données. Où est-ce qu'on va rechercher ces données? On va les chercher au niveau de PubMed, au niveau de Google Scholar, au niveau de la littérature grise. Si vous connaissez un chercheur qui travaille sur une thématique donnée, vous pouvez le contacter directement par mail. Et par exemple, si vous voulez trouver les articles africains, il y a l'African Index Medicus où on va collégier les travaux africains qui ne seront pas forcément publiés dans PubMed ou dans Google Scholar, mais qui sont indexés sur cette base de données. Tout ça pour vous dire que la revue systématique, moi, je vous encourage à la faire, ne serait-ce qu'une fois dans votre cursus, sur une thématique qui vous intéresse. C'est un travail qui est rigoureux, fastidieux, mais qui est à la fin valorisant. Ça vous permet d'avoir un article publié avec un impact factor qui est important sans avoir forcément beaucoup de moyens, parce que ce que ça va consommer le plus, c'est votre temps. Mais vous allez utiliser les données qui sont déjà publiées. Il faut juste être systématique, vous mettre d'accord avec votre senior ou votre encadrant sur les mots-clés que vous allez faire rentrer dans votre algorithme. Et ensuite, vous faites rentrer ces données, par exemple, dans PubMed et vous allez voir l'ensemble des articles qui vont sortir. Et à partir de ces articles-là, vous allez enlever, par exemple, les cas cliniques, garder que les articles originaux dans un premier temps, à partir de l'abstract. Et une fois que vous avez fait cette phase, on commence l'extraction des données. Donc ça, c'était pour la revue systématique. Donc, revue de littérature, j'insiste, je vous encourage à le faire, ne serait-ce qu'une fois dans votre cursus sur une thématique donnée. Ça se publie facilement, si c'est bien conduit et bien fait, vous êtes sûr d'obtenir un résultat. Parce que quelles que soient vos conclusions, c'est une conclusion qui est intéressante sur une thématique donnée. Ensuite, il y a les cas cliniques. Alors, comme on l'a dit, ça a pour but de rapporter une observation et de la commenter brièvement. Et ça doit apporter des éléments nouveaux, originaux. Pas juste une association ou une origine ethnique ou autre. L'éditorial. Alors, l'éditorial, quant à lui, il est demandé par le comité de rédaction à un auteur, comme on l'a dit, un expert, qui va soit soulever des hypothèses, soit soutenir des idées, soit commenter un article déjà paru. Ensuite, nous avons la lettre à la rédaction, qui correspond à un commentaire d'un article publié ou un cas clinique court. Et on arrive à l'article original. Alors, l'article original, comme ça peut être le cas pour votre mémoire de fin de spécialité, pour votre doctorat ou pour toute autre publication, ça répond à la logique IMRAD. IMRAD veut dire introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. La conclusion, elle est contenue dans la discussion. Donc, un article original comprend un titre, résumé, mots-clés. Ça, c'est le début. Ensuite, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion avant d'avoir les références.
Alors, le titre doit annoncer le contenu de l'article avec le maximum de précision et de concision. Il doit à lui seul résumer l'ensemble de ce qui a été fait sans être ni trop court ni trop long. S'il est trop court et trop concis, il risque de ne pas refléter l'ensemble de l'article. Et s'il est trop long, à ce moment-là, il peut être fastidieux à lire. Le résumé, alors le résumé, il répond à la structure IMRAD, donc il a une introduction qui est en général le background. Dans certains journaux, on peut sauter le background et y mettre directement objectif de l'étude. C'est comme ce que vous soumettez pour vos congrès scientifiques ou pour les posters. Donc, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. C'est le même schéma que l'article original. Au début, donc, l'introduction doit répondre à pourquoi ce travail a été fait, ce qui correspond à l'objectif. Ensuite, la deuxième partie, matériel et méthode, répond à comment ce travail a été réalisé. Les résultats vont résumer ce qu'on a trouvé et la discussion ou la conclusion va apporter les principaux éléments de votre étude que vous avez retrouvés. Introduction, matériel et méthode, résultats, discussion. IMRAD. Les mots-clés se situent à la fin du résumé. En général, il y en a 3 à 10. Et il faudrait que, quand on choisit nos mots-clés pour notre article, il faudrait qu'on réfléchisse en tant que lecteur. Donc, si moi, professionnel de santé, je suis intéressée par la thématique Covid et diabète, qu'est-ce que je dois mettre comme mot-clé pour retrouver cet article? Déjà, il faut qu'il y ait Covid et diabète. Et si j'ai comorbidité ou mortalité, ou selon ce que je vais étudier, je dois le rajouter dans les mots-clés, de sorte à ce que celui qui va rechercher cet article puisse le retrouver facilement. Alors, quand vous rédigez un article original, ne commencez pas par l'introduction. Commencez par votre matériel et méthode, résultat, discussion, et après, vous arrivez à l'introduction. L'introduction, elle doit être informative et elle doit montrer l'intérêt du travail. Elle comporte 3 parties. On dit qu'elle est en entonnoir. Donc, elle est en entonnoir, elle a une base large et une pointe vers le bas. On commence par l'aspect général de la problématique. Par exemple, le Covid est une maladie grave voilà, pandémique, nouveau virus, mortalité importante dans des sous-groupes, diabète, euh, pathologie fréquente au Maroc, comorbidité également. Et on arrive à l'objectif. Le but de notre étude, c'est d'étudier l'association diabète et Covid dans, par exemple, le CHU de Rabat, sur l'ensemble des malades hospitalisés. Donc, introduction, aspect général, aspect spécifique et l'objectif. Aspect général de la problématique pour susciter l'intérêt du lecteur et souligner que va apporter en plus votre étude. Ça, c'est l'aspect général. Ensuite, l'aspect spécifique, c'est par rapport à votre problématique que vous avez souligné, quel est le plus, quelle est la spécificité dans votre contexte et le but de votre travail. Donc, l'objectif qui doit tenir en une ligne. C'est votre question de recherche qu'on avait vue la dernière fois. Donc, l'introduction, on a 3 parties. Aspect général, aspect spécifique et votre objectif. Ensuite, on arrive à la partie matériel et méthode. Dans notre partie matériel et méthode, on répond également à 3 questions. Quel est le matériel de l'étude? Alors, le matériel, c'est la population, c'est les échantillons, ça dépend du type. Chez nous, en général, c'est les patients. Quels sont leurs critères d'inclusion, leurs critères d'exclusion, dans quel lieu ils ont été inclus, est-ce qu'on a eu l'accord du comité d'éthique, est-ce qu'on a recueilli le consentement, quelle est la période, la durée de l'étude. Donc tout ça, ça correspond aux données relatives au matériel de l'étude, donc aux patients. Ensuite, on va détailler qu'est-ce qu'on a cherché à évaluer. Quels sont les différents paramètres qu'on a recueillis, les analyses biologiques, les radios qu'on a faites, le traitement qu'on a administré. Et à chaque fois, que ce soit une biologie, un traitement ou une analyse, il faut détailler le laboratoire, par exemple, la technique de l'analyse, où ça a été fait, la technique de laboratoire, l'angulation. Le but, c'est
que ça soit reproductible. Ça veut dire que si moi, je veux refaire votre étude pour vérifier votre hypothèse dans une autre population en utilisant la même méthode, il faut que je puisse le faire. Et on dit en général que si on retrouve le fait de vérifier, de reproduire vos résultats, ça donne plus de poids à votre théorie. Si vous avez une hypothèse que vous avez trouvée dans votre groupe et que je la vérifie dans le mien, c'est qu'elle est probablement vraie. Donc, il faut que ça soit le plus précis possible. Vous allez donner le détail de vos analyses, de la technique, le détail de la radio. Si vous avez un questionnaire, vous allez détailler la source de ce questionnaire. Est-ce qu'il a été validé? Est-ce qu'il a été traduit? Est-ce qu'il est reconnu ou pas? Est-ce que c'est vous-même qui l'avez construit? Si vous avez construit vous-même votre questionnaire, il faudra préciser comment vous l'avez construit, quels sont les items, pourquoi vous avez choisi vos items. Si vous avez, par exemple, utiliser un seuil de gravité ou un seuil d'activité d'une maladie, il faut donner la référence. Pourquoi ce cutoff? Est-ce que c'est une définition de l'OMS? Est-ce que c'est une classification de votre société savante? Pourquoi? Il faut que ça soit justifié. Donc, matériel et méthode, on justifie tous nos choix. On peut parfois être amené à ne pas utiliser une méthode standardisée ou un gold standard et en utiliser une autre pour des raisons logistiques ou autres. Il faut le justifier. Critères de jugement, on y arrive. Est-ce que c'est l'hémoglobine glyquée? Est-ce que c'est le taux de glycémie dans le sang? Est-ce que c'est la fonction rénale? Est-ce que c'est l'écho? Qu'est-ce que vous voulez prendre comme critère de jugement et pourquoi? Deux erreurs à ne pas commettre dans cette partie, c'est d'introduire des commentaires ou des résultats et de discuter d'autres choses. Supposons que je veux faire Covid et diabète, et dans ma partie matériel et méthode, je rapporte que le Covid est une pandémie qui a été vue la première fois dans la localité de Wuhan en Chine et qu'elle a été transmise par Pagoda. Et ça ne correspond pas à ma partie matériel et méthode. Matériel et méthode, je parle de mon étude et de qu'est-ce que moi j'ai utilisé dans mon étude, uniquement. Si je fais une étude sur la vitamine D, la SPA, je ne vais pas citer les différentes actions de la vitamine D, notamment sur le système immunitaire probable, dans ma partie matériel et méthode. Là, je vais citer le dosage de la vitamine D, quel laboratoire, quelle technique et quels sont les ceux que j'ai utilisés pour définir l'insuffisance ou la carence en vitamine D. D'accord? Donc, matériel et méthode, on est technique. On est sur qu'est-ce qu'on a mis comme, quels sont les différents items qu'on a utilisés pour faire notre étude. Je reprends. Donc, le titre, il doit être global, il doit résumer ce qu'on a fait, mettre en évidence. Si vous avez un résultat, il vaut mieux le mettre dans votre titre d'emblée, être ni trop court ni trop long. Ensuite, on vient à la partie résumé qui respecte le plan IMRAD, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. En général, dans l'introduction, on peut citer directement l'objectif de l'étude. Après, il y a les mots-clés. Les mots-clés, on pense aux mots-clés comme si on était, nous, un lecteur et qu'on va chercher cet article. Donc, il faudra mettre les mots-clés les plus pertinents pour qu'on puisse retrouver cet article. Très bien. Donc là, c'est l'abstract. Après, on attaque l'introduction. Introduction, 3 parties. Aspect général, aspect spécifique et objectif de l'étude. Aspect général, je vais parler de la problématique dans sa globalité. Là, je peux donner des détails d'ordre globaux de la littérature. Aspect spécifique, à ce moment-là, je vais discuter de la spécificité de mon sujet, de ma problématique. Et l'objectif, en 1 ou 2 lignes, je vais détailler ma question de recherche. Qu'est-ce que je cherche à évaluer, à décrire, à comparer, etc. Donc ça, c'est l'introduction. Matériel et méthode. Matériel et méthode, c'est une partie technique. Donc, je ne vais pas apporter les détails globaux de la littérature. Je ne vais rapporter aucun résultat. Et je vais parler de mon matériel et de ma méthode. Comme son nom l'indique. Matériel, c'est la population ou c'est sur les échantillons que je vais étudier. Il peut s'agir d'une population, d'échantillons de laboratoire, enfin, peu importe, selon le type de l'étude. Donc ça, c'est le matériel. Et s'il s'agit de patients comme c'est le cas en général dans notre cas, on va détailler la localité, le lieu de ce travail, la période,
comité d'éthique, consentement, critères d'inclusion, critères d'exclusion. Ça, c'est pour la partie matérielle. Ensuite, pour la partie méthode, chaque méthode que je vais utiliser, je vais détailler son origine. Le but, c'est pour que ça soit reproductible. C'est pour que quelqu'un puisse refaire mon étude dans de la même façon. Et la dernière partie de matériel et méthode, c'est l'analyse statistique. On va détailler quel est le plan de l'analyse statistique qu'on a étudié pour notre étude. Quels sont les paramètres qu'on a pris en compte, qu'est-ce qu'on veut calculer, parce que classiquement, il faudrait établir un plan d'analyse statistique avant le début de l'étude. Parce que, comme on l'a dit, si on se met à chercher quelque chose, on peut retrouver des associations significatives qui sont dues au hasard. Donc, il ne faut pas essayer de rechercher des associations a posteriori. Il faudrait qu'avant, au début, avant d'avoir les résultats, avant d'avoir votre base de données, vous vous dites, moi, je veux chercher association Covid, diabète par rapport, par exemple, à la mortalité. Et je veux voir Covid, diabète par rapport à la fonction rénale. Si je mets juste Covid, diabète et que je recherche toutes les associations Covid, diabète par rapport à l'ensemble des critères que j'ai dans ma grille, je peux trouver des associations. Mais est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Est-ce qu'elles sont utiles? Il faudrait que d'emblée, je réfléchisse à l'ensemble des paramètres que je veux mettre, donc que j'aurais mis dans matériel et méthode, et qu'est-ce que je veux calculer. Et en général, quand on a des étudiants qui viennent au laboratoire ou des doctorants, moi, j'ai coutume de leur proposer de m'apporter des tableaux vides, le tableau des résultats vide pour la partie des analyses statistiques. Ça veut dire que vous allez me dire, je vais comparer le groupe A et le groupe B par rapport à le critère 1, 2, 3, 4. Je veux comparer après, je veux faire une régression logistique concernant les patients Covid et diabète par rapport à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ça vous permet, vous, dans votre tête, de vous dire qu'est-ce que vous cherchez, quelle est la question que vous vous posez et à quoi globalement vous vous attendez. Et cette partie-là est la plus facile à rédiger. Donc, rédigez-la rapidement parce que c'est des choses qui sont claires, il n'y a aucune phraséologie. Faites-la d'emblée dans votre protocole, comme ça vous avancez. Alors, résultats, tous les résultats, que les résultats. Pas de commentaires, pas d'explications. C'est des tableaux. Alors, et on utilise des tableaux et des figures. Ce qu'on va mettre dans le tableau, on ne va pas le mettre dans la figure, dans le texte. Et ce qu'on va mettre dans le texte, on ne va pas tout le reproduire dans le tableau. Il faut choisir. Et quand vous mettez un tableau, il faut qu'il soit à lui-même, le tableau à lui-même doit être explicite. Quand on est reviewer et qu'on nous envoie des articles à reviewer, on lit l'abstract et on va voir le tableau des résultats. C'est avec ça qu'on commence, sans lire le reste. Et donc, le titre en lui-même du tableau doit comporter l'objectif, caractéristiques descriptives de la population, analyse univariée, analyse bivariée, la population étudiée, le lieu de l'étude, comme on a dit, et l'année. D'accord? Par exemple, les caractéristiques des patients pour Covid au CHU XY en 2020. Et quand je vais faire mes tableaux, alors on met les lignes horizontales, pas de lignes verticales. On va mettre par exemple le groupe 1, le groupe 2 avec le N dans les colonnes et dans les lignes, ce sont les différentes variables. En bas, on va détailler ce qu'on appelle les footnotes. Ça veut dire si on utilise des abréviations, il faut les mettre en bas du tableau pour que je puisse comprendre le tableau en lui-même tout seul. Je vais vous montrer un exemple. Alors dites-moi, dans ce tableau-là, qu'est-ce qui vous gêne ou pas? Déjà, vous voyez qu'on a des unités qui sont au niveau des colonnes. Les unités doivent être ici. D'accord? Ça, c'est un tableau véridique que j'ai reçu de la part d'une résidente. Là, vous avez des points et là, vous avez des virgules. Quand vous envoyez votre article à un groupe francophone, on utilise la virgule. Les anglophones, la décimale est représentée par le point. Mais vous ne mélangez pas les deux dans un même tableau. D'accord? Après, vous centrez vos résultats. Là, si vous mettez le genre homme et femme, il faut que ça soit ici. Là, on doit avoir que des chiffres. Donc, homme, femme, ça doit être là. Et si je donne le genre masculin, ce n'est pas la peine que je mette le féminin parce que c'est pareil. On va déduire l'un de l'autre. Donc, ça n'apporte rien. Et si ça n'apporte rien, au tableau, tout ce qui est inutile, on enlève. Là, j'ai des abréviations. PR, ACPA, EVA, qui devraient être détaillées en bas. Et une dernière erreur, on n'écrit pas la moyenne. On va écrire moyenne plus ou moins écart type.
Et là, quand on a un pourcentage, le pourcentage, on ne met pas comme ça, on va mettre effectif plus ou moins pourcentage. Ça va donner quelque chose. Donc là, on a dit pourcentage, homme-femme, moyen, on ne l'écrit pas, le virgule et le point, et le footnote à la fin. Il y a une vidéo sur Epirum qui reprend cette partie en détail, donc c'est pour ça que je passe rapidement. Je vous mettrai le lien dans le groupe. Donc voilà à quoi correspond un tableau final. On a vu qu'on a une seule colonne. Ici, on met les unités s'il y a lieu. On va mettre des petits astérix qui vont préciser moyenne et quartier pour effectif et pourcentage. Et l'ensemble des abréviations sont détaillées en bas du tableau. Donc, on passe de là à là. Alors, on arrive à la partie discussion. Donc, introduction, 3 parties, aspect général, aspect spécifique, objectif. Matériel et méthode aussi, 3 parties. Le matériel, c'est la population étudiée. Méthode, c'est l'ensemble des méthodes. Et la partie analyse statistique. Résultat et rien que les résultats. Ce que je mets dans le tableau, je ne le répète pas dans le texte et vice-versa. Et il faut faire attention à la typographie et au formatage de vos tableaux. Et enfin, on arrive à la dernière partie qui est la discussion. Elle aussi, elle comprend 3 parties. D'abord, la première chose qu'on fait dans la discussion, c'est qu'on répond à la question posée. À savoir, si la question posée, c'est notre problématique. Si ma question est de voir l'association entre le Covid et est-ce que le diabète est un facteur de risque ou d'aggravation chez les patients Covid, donc est-ce qu'il augmente la mortalité? La réponse devrait être, la première phrase de ma discussion serait, dans notre étude, nous avons retrouvé que le diabète était associé à une, par exemple, augmentation de la mortalité de 1,2 en ajustant sur les facteurs confondants, par exemple. Et ensuite, ça c'est la première phrase, on va rapporter le résultat principal. La deuxième partie va être une comparaison avec les données de la littérature. Les auteurs devront comparer ce qu'ils ont trouvé avec ce qui est déjà publié. Ils vont dire que nous avons trouvé cela, les autres ont trouvé ceci, pourquoi? On essaie d'expliquer. Encore une fois, dans la discussion, on ne rapporte pas des données générales de littérature, on ne rapporte pas le contexte global. Ça, on peut le mettre dans l'introduction. La discussion, on discute nos résultats. Donc, on rapporte les éléments qui vont nous aider pour interpréter nos résultats. Et on va finir par une partie forces et faiblesses. On va dire que les limites et les forces. Notre étude a certaines limites qui sont d'être monocentrique, de ne pas avoir utilisé telle ou telle chose. On va donner quelques limites et on va souligner l'intérêt de notre article en disant, voilà, c'est la première étude qui a été faite, par exemple, dans le contexte africain, ou là, c'est la première fois qu'on a étudié telle chose avec telle chose, on veut le mettre en avant pour telle raison, etc. Donc, discussion, 3 parties. On commence par répondre à notre objectif. Ensuite, on le compare avec la littérature. Et enfin, on finit par donner les forces et les faiblesses de notre étude. Et à la fin, on va retrouver les différentes références qui vont répondre aux recommandations des auteurs de l'article, du journal auquel on va soumettre l'article. Donc, on a fini la structure, c'est la partie la plus importante et la plus longue, donc de la rédaction scientifique. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Après, bien sûr, il y a des aspects particuliers selon qu'il s'agisse d'un essai clinique, d'une étude de cohorte, d'un cas clinique. Par exemple, dans le cas clinique, le matériel et méthode, c'est l'observation du malade. Il n'y a pas d'analyse statistique, c'est l'observation. Donc, on fait introduction, observation, discussion. D'accord? Et si on a un essai clinique, dans la partie matériel et méthode, il faudra rechercher. Je vous donnerai ça par la suite. Est-ce que ça a été randomisé ou pas? Est-ce qu'il y a un groupe contrôle, etc., etc. Mais en gros, quel que soit le type d'article original, il doit respecter ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu dans la méthode IMRAD est commun à tout type d'article. Et on peut avoir des spécificités selon le genre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on avance. On avance pour le style de la publication scientifique. 3 caractéristiques. En rhumato, on a les anti-CCP. Et en rédaction scientifique, on a le CCP. C'est la clarté, la concision et la précision.
le meilleur style scientifique, c'est l'absence de style. On ne vous demande pas d'être littéraire, on ne veut pas de phraséologie, on veut que vous rapportiez les faits et vous les discutez de la manière la plus objective possible. Plus vous êtes objectif, plus votre style est épuré, mieux c'est. C'est pour ça qu'il est plus facile de publier en anglais qu'en français. Parce qu'en français, on a tendance à utiliser des tournures de phrases et autres, or qu'il ne faut pas. Et en anglais, vous faites des petites phrases courtes, précises, et ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, rappelez-vous, le meilleur style d'une publication scientifique, c'est l'absence de style. Si vous n'êtes pas précis, on a l'impression que votre travail n'a pas été fait de manière précise. Si je vais dire que le membre inférieur a un peu augmenté de volume, on ne dit pas un peu augmenté de volume. Est-ce qu'il a augmenté de 50%? Est-ce qu'il a augmenté de 30%? Un peu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Clarté, c'est ce qu'on a dit par rapport aux unités. Et attention, virgule, il y a un exemple que je donne en général, c'est « venez manger les enfants ». Si on écrit « venez manger les enfants » comme ça, si je vous mets si on met « venez manger les enfants », on peut croire qu'on dit qu'on va manger les enfants, mais en fait, on a juste oublié la virgule. Donc attention, clarté, unité et virgule. Ça veut dire les ponctuations en général. Donc on a dit la précision, la clarté et la concision. La concision, c'est le plus gros problème qu'on a. Je pense que c'est aussi culturel parce qu'on aime beaucoup s'étaler, mais en rédaction scientifique, il faut vraiment être concis. On lit dans des articles des auteurs qui vont dire le recueil, on a dit des radios. Nous a demandé beaucoup d'efforts. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui gêne? Quel est le problème ici? Le terme malheureusement, on peut le remplacer par cependant. Le terme malheureusement, on peut le remplacer par cependant. Donc pour vous, on dirait le recueil des radiographies nous a demandé beaucoup d'efforts. Cependant, seulement la moitié est exploitable. On peut dire le recueil des radiographies était difficile. Oui. Cependant, seulement la moitié était exploitable. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la proposition de votre collègue? Le recueil des radiographies était difficile. Oui, dites-moi. On peut commencer, on peut enlever le mot malheureusement et commencer directement par seulement la moitié était exploitable. La moitié des Donc, vous proposez d'enlever malheureusement et cependant et de garder juste seulement. Je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose de superflu. Ça ne nous aide pas forcément dans la compréhension, donc on peut garder seulement. Donc, le recueil des radiographies était difficile, seulement la moitié était exploitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce que vous avez d'autres améliorations? Dans le chat, quelqu'un qui te dit, oui. Donc, le professeur Ben Qassem, oui, qui te dit qu'on doit enlever la première phrase. Le recueil des radiographies était difficile ou nous a demandé beaucoup d'efforts. Absolument, elle a raison. C'est une formule d'humeur. On n'a pas besoin de savoir que que ça vous a demandé des efforts. Bravo, félicitations, mais vous n'aurez pas de médaille. Ça fait partie du travail. Tout travail demande de l'effort. Donc vraiment, vous relatez les faits. Alors, on va dire, si on veut reprendre cette phrase, on mettra directement, je vais écrire en noir. Supposons qu'ils aient eu 100 radiographies, seulement la moitié était exploitable. On va dire que 50% des radiographies
ont été interprétés. C'est tout. Il n'y a pas de malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas de difficile. Tout ça, c'est pas scientifique. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Et ça, c'est vraiment... ça vous fait refuser la moitié des résultats juste pour des phrases comme ça. Indépendamment de la pertinence du sujet, de l'intérêt qu'il suscite, quand on commence à avoir de la phraséologie, on se dit, bon, celui-là, il est en train de nous donner du détail pas très pertinent, donc son étude ne doit pas être très pertinente. Donc, c'est dommage de vous pénaliser pour de la rédaction scientifique. C'est pour ça que j'insiste. Clarté, précision et concision. Vous êtes clair, vous êtes précis. Toutes les formules superflues, vous les enlevez. Ça ne sert à rien, tant pis, on n'en a pas besoin. Et vous restez focus sur votre objectif. Alors, et quelque chose de super important. Moi, j'adore cette phrase. Et c'est une phrase véridique qu'on a reçue. Le malade entre dans le service en juillet 1996. Il entre. Une intervention a été réalisée. Elle a été réalisée. Et elle découvre un neurinome qui a été réséqué. Et le malade sortira 8 jours plus tard. Donc, le malade, il entre en 96. Un neurinome a été réséqué. On découvre et il sortira. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Quel est le problème? Il y a beaucoup de jeux de conjugaison. Ah, Il y a beaucoup d'asynchronisme dans le temps. oui, et qu'est-ce qu'on doit utiliser comme... Alors, le passé composé. Alors, dans la rédaction scientifique, quand vous rapportez votre étude est finie. Au moment où vous la rédigez, l'étude est terminée. Donc, tous vos verbes doivent être au passé. Que ce soit le passé composé ou l'imparfait, comme vous voulez, mais c'est au passé. Parce qu'au moment où vous rédigez votre matériel et méthode, vos résultats, vous discutez les résultats, l'étude est terminée. Donc, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le passé. Donc, vous rapportez des événements qui ont eu lieu au passé. La seule exception où vous pouvez utiliser le présent, c'est quand vous parlez, vous rapportez des éléments de la littérature récente. Je vais dire actuellement, la pandémie Covid-19 est un problème mondial. Je peux utiliser le présent. Quand vous rapportez des notions nouvelles de la littérature dans l'introduction ou pour étayer votre discussion, vous pouvez avoir du présent. Mais tout le reste, quand il s'agit de vous, de votre observation, de votre cas clinique, de votre étude, de votre protocole, de vos résultats, c'est été. Was, were. Tous les verbes doivent être au passé. Donc, les deux principales erreurs de style, c'est le passé des verbes et la phraséologie, le style non précis, non concis. OK? C'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions?